Les journées du 20 juin avaient signalé le triomphe des factieux, mais offrit tel fin des yeux à leur queue et à ce parti royaliste qui prétend s'être montré toujours si courageux et qui s'est toujours proclamé si puissant? Si le roi avait encore des illusions, il ne pouvait les tirer que du succès des ennemis de la France, déplorable ressus. Mais il devait bien sentir que le triomphe fêtait son arrêtement quand une grande masse d'hommes, conduite par des chefs audacieux et habiles, a placé tous les excès et toutes les violences entre elle et la réconciliation. Elle doit assurer ses succès que par des crimes. Elle ne restait donc au roi que le parti le plus noble à prendre, c'était l'abdication. C'était de déposer tous les pouvoirs de la royauté, de quitter les Tuileries en plein jour, à pied, entouré de sa famille, de licencier sa garde, d'éloigner ses amis et de mettre sa vie entre les mains des magistrats. Mais c'était une action grande et ce prince n'en eut pas le sentiment. Je sais qu'il est facile de raisonner d'après les événements, mais ici, la conduite était tracée par l'opposition. Plus d'espérance, plus d'amis dévoués jusqu'à l'héroïsme, et il fallait que le dévouement actif s'élevât jusqu'à la mort. Plus de pouvoir, car ses ennemis le tournaient contre lui flatterie sur le trône. Il fallait enfin redevenir homme. Cette noble démarche aurait frappé tous les esprits. Le peuple n'avait encore vu en lui qu'un roi vulgaire, mais ce roi, c'est dépouillant de leur peuple, descendant du trône et disant à la nation: je veux et gouverner pendant 18 ans, avec modération. Vous m'enlevez la force nécessaire pour tenir les rênes de l'État. Vous voulez une république, établissez-la. Je cède à votre volonté. En abandonnant le trône, je vous demande la vie de ma femme et de mes enfants. Quant à moi, je reste entre vos mains. Vos outrages et vos supplices pouvant s'épuiser sur mon corps, mais mon âme appartient à Dieu. Vous ne pouvez ni affaiblir ni les baisser. Oh, je connais bien mal les Français, où de tels accents leur aurions profondément émus s'ils ne les eussent ravinés. L'infortuné monarque voulut au contraire conserver un sceptre brisé dans ses mains, l'on en connaît le résultat. Parmi les personnes que j'ai rencontrées dans la société, mon attachement à la cause royale me fit distinguer par un gentilhomme appelé le marquis de Verdillère. C'était un vieillard d'un esprit vif et chevaleresque. Des longs services dans l'Inde l'avaient élevé au grade de maréchal de camp. Il était sans fortune et à 65 ans, il venait à la queue susciter des dangers pour son roi, avec la même gaieté qu'il en avait brigué dans les combats pour sa gloire. Cet aimable veillard m'avait pris son amitié. Je le voyais tous les jours, surtout dans l'intervalle du 20 juin au 10 août. C'est par lui que je peux me faire une idée de toutes les illusions d'enfants que perçaient ces pauvres défenseurs du roi. Ils avaient marché pendant 3 années sous les outrages de leurs ennemis et loin de fixer leur regard sur un avenir inévitable. Ils triomphaient en contre un peuple bien accroqué et saisonné de bonnes plaisanteries, obtenait quelques succès le soir. Je le trouvais abattu, consterné. Le lendemain, il était rayonnant d'espérance. C'était une des lettres reçues de Coblentz, ce qui annonçait la marche des 3 armées formidables ou l'insurrection de province ou quelque complot bien obscur qui devaient éclater comme la foudre et réduire les Jacobins en poussière, même après le 20
fin juin, il créait encore succès. Le plus de ceux-ci font un immense parti se performer dans les gardes nationales. Les ministres les protégeaient et la fédération du 14 juillet devait être le signal de triomphe du roi sur les ennemis. Il arriva ce jour tant désiré et il n'éclaira que de nouveaux outrages contre la fortunée monarque. Le peuple de Paris s'était englué à cette époque d'un député de l'Assemblée législative appelé Pétion. Cet homme faisait partie de la députation à l'un des départements de l'ancienne Picardie. Je cherchais vainement dans mes souvenirs comment ils étaient arrivés à la mairie de Paris. Les écrits tout temps n'ont conservé de lui aucune action, aucun discours qui ayant établi sa célébrité. Il est cependant probable que son parti lui a trouvé quelque talent pour l'élever au poste éminent de premier magistrat de la capitale. À une époque où cette magistrature avait une influence si considérable même sur l'Assemblée, c'était un homme dont la maturité de l'âge, d'une taille élevée, d'une figure assez distinguée, avec des formes polies. Il avait de l'audace dans le caractère et c'est probablement cette qualité qui détermina le choix de son parti. Peut-être aussi cette audace n'était-elle que de l'ambition placée dans un esprit borné. Rien ne ressemble tant à du courage que l'ignorance du danger. Pétion était donc l'idole du peuple. Il succédait à M. Bailly qui, peu de temps avant, avait employé toute la sévérité des lois contre les factieuses qui, s'étant ressemblées au champ de Mars, puis proclamer la République sur le refus de se disperser. Il déploya des drapeaux rouges, signal de l'exécution de la loi martiale, et fit tirer sur eux. Mais une mère qui caressait tous les caprices de la multitude et qui s'était vouée aux républicains devait exciter un grand enthousiasme. Le jeudi 14 juillet, Pétion parut à la tête de tout ce qui paraît renferme des plus grossiers et des plus turbulents. Plus de 100 000 hommes portant sur le chapeau les mots écrits en gros caractères. Pétion au la mort. C'était le mot d'ordre du jeu. Et comme la maxime fondamentale de l'épouvantable anarchie qui allait exercer ses fureurs